19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 18 septembre 2024. Depuis les événements du 26 juillet 2023, la souveraineté nationale constitue les mots-clés des Nigériens. Une souveraineté mise à rude épreuve quelques jours seulement après l'interruption de la fourniture de l'énergie électrique par le Nigeria. D'où mille et une questions des concitoyens sur l'indépendance énergétique du pays. Cette dernière est-elle possible? Élément de réponse avec le secrétaire général de Kodaye, Malin Issa Rabiou. L'indépendance énergétique, c'est ce qui nous tient à cœur depuis longtemps. Et nous n'avons pas attendu l'avènement ou l'arrivée des événements du 26 juillet pour lancer un appel aux autorités à une souveraineté énergétique totale du pays. C'est une préoccupation majeure et ça fait partie des objectifs même de la création du Kodaye. C'est une lutte pour l'accès pour tous à l'énergie et l'indépendance totale du pays, et à ce que le Niger ne dépend plus d'un autre. Et nous avons vécu la situation avec les sanctions de la CEDEAO, quand le Nigeria a suspendu pendant quelques mois la fourniture en électricité du pays, ce que ça a causé. Maintenant, malgré le retour de l'électricité du Nigeria en quantité certainement insuffisante, le pays s'est débrouillé pour avoir des grands groupes de secours. Mais cette situation ne peut pas durer longtemps parce qu'avec la période de la grande chaleur, ces groupes ont besoin d'être relayés, de se reposer de temps en temps. C'est pourquoi nous appelons les plus hautes autorités du pays, c'est à réfléchir pour des grands investissements dans le domaine de l'énergie, notamment la construction de la centrale thermique en charbon de Salkadana, où une puissance de 200 MW extensible jusqu'à 600 MW. Les études ont été déjà faites. Nous attendons également l'extension de la Sonichar qui peut produire plus que ce qu'elle est en train de faire, à part donc les centrales électriques solaires en construction par-ci ou par-là, et dont nous attendons avec impatience, par exemple, les réalisations de celles de Gesselbo, de celles de Dosso. Tout ça, elles vont contribuer à avoir suffisamment d'énergie électrique pour que le Niger ne compte plus sur le Nigeria, mais qu'au moins il arrive à s'autosuffire, et avec d'autres grands projets comme la finalisation du barrage de Kandaji, les centrales nucléaires, le Niger peut même vendre son énergie électrique. L'indépendance énergétique est plus que possible parce que le Niger a toutes les ressources pour produire l'électricité et vendre. Et même s'autosuffire et vendre aux voisins. C'est même le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui a presque toutes les sources. Rien que sur le fleuve Niger, il y a 3 possibilités de construire des barrages. Donc, à part de celui de Kandaji, il y a 2 autres sites qui ont été identifiés pour construire des barrages. À part les réserves importantes en charbon, dont on peut construire des centrales thermiques en charbon. À part le soleil, dont le professeur Albright a démontré la faisabilité d'une centrale solaire à concentration qui utilise la chaleur du soleil, donc qui n'est pas la même que les photovoltaïques que nous connaissons. Donc le Niger a toutes vraiment les sources pour s'autosuffire et même vendre l'énergie électrique à ses voisins. Ce samedi 21 septembre se déroulera l'examen unique de certification pour les élèves du domaine de la santé à travers tout le pays. Cet examen marque la fin de leur parcours académique. C'est un reportage de Sekinatou Sadou et Chebou Gissou.
Quelques jours de l'examen unique de certification, les candidats et les responsables des écoles et instituts de santé s'activent dans les préparatifs. Dans plusieurs établissements, les candidats sont dans les révisions intensives pour pouvoir bien affronter les épreuves. Pour les préparatifs de l'examen, vraiment on peut dire Dieu merci, parce qu'on est vraiment encadré par des enseignants de qualité qui nous font des cours de renforcement. Donc aujourd'hui on est à jour J-2, donc rien ne peut nous faire peur parce qu'on s'est déjà préparé, on est déjà prêt à affronter cet examen. Et du coup, alhamdoulilah, on souhaite vraiment le meilleur. Tout se passe bien, les révisions, on nous fait des révisions et on a fait des pratiques, ça s'est bien passé, alhamdulillah. On a tout fait depuis, ça fait longtemps. Maintenant, c'est les révisions seulement. Côté encadrement aussi, les responsables des établissements se disent prêts tout en prodiguant des sages conseils aux candidats. Tout est prêt pour aller vers la certification qui va se démarrer, Inch'Allah, le 21 septembre, les épreuves théoriques, mais également les épreuves pratiques vont se démarrer le 23, d'après le chronogramme de la commission. On n'en doute pas sur leur capacité de faire, donc c'est d'être serein, d'aborder, d'appliquer ce qu'ils ont eu à apprendre à l'école et sur la théorie mais aussi sur la pratique. Si le candidat vraiment il a été encadré, il sera évalué par d'autres moniteurs qui ne connaissaient pas, mais c'est la même chose. Donc c'est d'appliquer ce qui a été enseigné. Les candidats n'ont pas manqué aussi d'adresser ces messages à leurs camarades. En tout cas, je me sens prête. Nous attendons juste le grand jour. Je dirais que de ne pas se stresser et que de bien réviser et de laisser le reste au Seigneur. C'est de garder leur sang-froid et c'est pas la fin du monde. Ça va aller, Inch'Allah. On souhaite le meilleur à tout un chacun. À mes camarades, en 2 jours qui restent pour les examens, c'est diminuer le stress et que tout se passe bien, Inch'Allah, le samedi 21 septembre. De quand même très bien réviser. Tout va bien se passer. Ces examens de certification de santé débuteront le samedi 21 septembre 2024 sur l'ensemble du pays. L'examen de certification de santé a été institué par les autorités pour livrer un diplôme national pour crédibiliser les diplômes des élèves ayant fréquenté les écoles et instituts de santé du secteur privé. Bonne chance à tous ces candidats. Suite de notre rubrique santé après les symptômes hier, aujourd'hui notre spécialiste, Dr Assisi Fanata Moussa, va nous parler des causes du rhumatisme. On l'écoute. Les causes en tant que telles, on ne peut pas dire qu'il y a des causes qu'on évoque, mais dont dans certains cas la certitude n'est pas tout à fait posée. Il y a des facteurs aussi. Par exemple, quand on vient au niveau, on a parlé des causes dégénératives, par exemple, dans l'arthrose. Il n'y a pas une cause en tant que telle. L'âge est un facteur. Le surpoids est un facteur. Des facteurs génétiques ont été émis. Donc, tout ça, il faut tenir compte de ça. Ça, c'est dans le cadre du dégénératif. Dans les cas des maladies auto-immunes, dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, il y a plusieurs facteurs dont on parle. Les facteurs génétiques, comme on peut le dire, il y a des facteurs environnementaux, il y a aussi les facteurs, si on peut dire, hormonaux. Par exemple, on avait dit que la polyarthrite rhumatoïde est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Par exemple, 4 à 5 femmes pour un homme. Donc là, c'est surtout les facteurs hormonaux, notamment l'œstrogène, qui est évoqué dans ces cas-là. Il y a certains types de bactéries qui sont aussi évoqués comme cause, mais dont jusqu'à présent la cause exacte n'a pas été déterminée. Il y a des sujets qui sont prédisposés à développer cette pathologie.
Donc, c'est un peu ça qu'il faut voir. Mais des facteurs sont là qui peuvent influencer l'installation, mais tout en sachant que dans ces genres de cas, le rhumatisme inflammatoire chronique, le côté génétique, et là, c'est sur un terrain prédisposé généralement que ça survient. Voilà, place au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le sujet d'aujourd'hui traite de la conciliation, un thème abordé par Nani Soli Aboubakar Sidikou, magistrat. Très bonne réception à vous. La conciliation, donc, vous savez, elle est consacrée par... d'abord, donc, il y a la loi donc, portant code de procédure civile, donc à ses articles 446 et 480, et qui prévoit la possibilité, en tout cas pour les juges, de faire la conciliation. Le préliminaire de conciliation, donc, il est consacré par ces articles, l'article 446 et 480 du Code de procédure civile. Puis, il y a la loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle en République Niger. Il y a aussi la loi numéro 63-18 du 22 février 1963 sur la procédure à suivre devant les justices de paix. Alors, et ce qu'il faut retenir en matière de conciliation, c'est qu'en matière coutumière, donc lorsque je parle de la matière coutumière, je fais allusion par rapport à la question des divorces, la question des successions et la question des litiges portant sur des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc toutes ces matières-là sont régies par la coutume au regard de la loi et sur l'organisation judiciaire. Donc en matière coutumière, et le préliminaire de conciliation il est obligatoire, c'est-à-dire lorsque les justiciables viennent devant les juridictions et par rapport à un litige donc relevant de la matière coutumière, les juges ont l'obligation de tenter de concilier les parties, c'est-à-dire amener les justiciables à trouver un arrangement. Donc il y a une différence entre la conciliation et la décision. La conciliation, les juges essaient d'amener les parties à trouver un terrain d'entente, à trouver un règlement à l'amiable. Et par contre, dans le cas de la décision ou ce qu'on appelle l'impérium, là, les juges, ils tranchent. Donc, ils tranchent pour rendre une décision maintenant contre laquelle, et éventuellement, une des parties qui n'est pas satisfaite peut interjeter, peut exercer des voies de recours. Donc, en matière coutumière, pour récapituler, le préliminaire de conciliation est obligatoire. Lorsque les justiciables comparaissent devant le juge, et par rapport à un litige donc, qui relève donc, du droit coutumier, la loi fait obligation au juge de tenter de faire une conciliation. Et par contre, quand vous prenez la matière civile, le préliminaire de conciliation au regard des dispositions du Code de procédure civile, il n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais rien n'empêche aux parties donc, de venir devant les juges lorsqu'ils ont un litige qui relève du droit civil, rien n'empêche aux parties de venir devant le juge pour lui demander et de tenter de faire une conciliation entre eux. Mais c'est facultatif. Voilà. Maintenant, avant d'arriver donc au pouvoir de conciliation proprement dit des juges, je voudrais quand même un peu, puisque c'est ça le thème de cette interview, je voudrais un peu qu'on parle du pouvoir de conciliation des chefs traditionnels. Alors là, vous savez, les chefs coutumiers ou les chefs traditionnels, de par la loi numéro 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger, les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils sont aussi considérés de par leur statut comme étant des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre administratif. Et la loi portant statut de la chefferie traditionnelle, en son article 18, donc, a prévu que les chefs traditionnels ont pouvoir de conciliation en matière coutumière, en matière civile et en matière de transactions foncières. Ici, lorsqu'on parle de transactions foncières, on fait allusion aux transactions portant sur des immeubles qui ne sont pas immatriculés. Lorsque l'immeuble est immatriculé, par exemple, lorsqu'il y a un acte de cession ou un écrit, donc là, ça ne relève plus donc, du droit coutumier, mais plutôt du droit civil. Alors,
qu'est-ce qu'il faut entendre par chef coutumier? Donc toujours l'article et la loi portant statut de la chefferie traditionnelle a défini donc ce qu'il faut entendre par chef traditionnel. Au terme donc de l'article 2 du statut de la chefferie traditionnelle, on entend par chef traditionnel et les chefs des cantons, les chefs des villages, les chefs des tribus, les chefs des quartiers, des fractions, les chefs des secteurs, les chefs de groupement, les chefs de province et de sultans. Donc, au regard donc, de l'article, en tout cas, au regard des articles 2 et 3 donc, de la loi de 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle, ce sont ceux que je viens de citer là qu'il faut entendre par chef traditionnel. Et donc, de par la loi, ce sont ces chefs traditionnels-là qui ont le pouvoir de faire de la conciliation en matière coutumière, en matière civile et en matière de transactions foncières. En matière civile, par exemple, lorsqu'il y a un litige, et sur la thématique qu'on a abordée la dernière fois, la question des litiges donc, entre locataires et bailleurs. Donc, de par la loi, rien n'empêche aux justiciables, avant de venir à la justice, donc de saisir donc, leur chef de quartier pour qu'ils tentent une conciliation entre eux. Alors, et quelle sera l'issue donc de la conciliation devant le chef traditionnel? Il y a deux possibilités. Le chef traditionnel peut réussir la conciliation lorsqu'il arrive à amener les justiciables à trouver un règlement viable, à trouver un terrain d'entente, à trouver un arrangement. Il dresse ce qu'on appelle un procès verbal de conciliation que les parties vont signer, c'est-à-dire le demandeur, le défendeur, qui lui-même va signer. Donc, une fois le PV de conciliation établi, il va adresser donc, le PV de conciliation là, à l'autorité administrative donc, de son ressort et à la juridiction compétente. Maintenant, quitte à la partie donc, la plus diligente donc, de saisir le tribunal compétent aux fins d'homologation, c'est-à-dire lorsque le chef traditionnel arrive à trouver un arrangement, arrive en tout cas à réussir la conciliation, il dresse le procès verbal de conciliation qu'il remet à chacune des parties après l'avoir signé avec les parties. Maintenant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente aux fins d'homologation pour que la conciliation là soit homologuée. Donc là, le président du tribunal, si c'est le président du TAC, ou en tout cas la juridiction compétente, il va prendre une ordonnance d'homologation donc pour entériner cette conciliation-là qui a été reçue par le chef traditionnel. Et il peut arriver aussi, lorsque les parties viennent d'évoluer pour l'homologation, si on constate que véritablement il n'y a pas eu d'accord donc, entre les deux parties, et donc là, dans ces cas, il peut à ce niveau aussi, il peut tenter de faire une conciliation. Dans les cas où ça marche, il dresse procès verbal de conciliation qu'il signe et qu'il remet à chacune des parties. Et ce procès verbal de conciliation-là vaut titre exécutoire. C'est comme une décision de justice. Donc, lorsqu'il n'y a pas de conciliation, lorsque le chef traditionnel, dans l'autre hypothèse, dans le cas où il n'arrive pas à réussir la conciliation, il dresse ce qu'on appelle le procès verbal de non-conciliation qu'il transmet à la juridiction compétente. Et donc là, les justiciables vont venir devant nous. Donc, que ce soit devant les tribunaux d'arrondissement communaux, en tout cas, ou devant le juge coutumier, il va à son niveau, et comme la loi le fait obligation, il va tenter donc, de faire une conciliation. Dans le cas où ça marche, donc il dresse procès verbal de conciliation et le litige est éteint. Donc, après, il peut faire groussoyer donc, le PV de conciliation, c'est-à-dire apposer la formule exécutoire aux fins d'exécution. Donc, voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le pouvoir de conciliation. Donc, comme je l'ai dit, en ce qui concerne les chefs traditionnels, les domaines dans lesquels ils peuvent faire la conciliation, c'est en matière civile, en matière coutumière, comme en matière de divorce, en matière de garde d'enfants. Donc, tout ça, c'est la coutume. Donc, en matière de donation d'héritage, donc tout ça, ça relève en tout cas du droit coutumier. Et en matière de transactions foncières, c'est-à-dire des transactions portant sur des immeubles, des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc là, ce sont les domaines dans lesquels les chefs coutumiers peuvent faire la transaction. Vous savez, c'est important de les rappeler parce que dans la plupart des cas, vous savez, ce qui a amené le législateur à instituer la conciliation, c'est que, comme on a coutume de le dire, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Puisque le rôle de la justice coutumière, ce n'est pas de trancher les litiges
et entre les justiciables. Le rôle, c'est d'abord d'amener les justiciables à trouver un terrain d'entente, à conciliation. Le meilleur juge de paix, ce n'est pas celui qui tranche les litiges pour dire que tel a raison, l'autre n'a pas raison. Le meilleur juge de paix, c'est celui qui arrive à amener, c'est celui qui réussit à amener les justiciables à trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que conformément à ce jargon-là, et selon lequel il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, et c'est pour ça que et il faut toujours amener les justiciables à trouver un terrain d'entente. C'est dans les cas exceptionnels où le juge n'arrive pas à amener les parties à trouver un terrain d'entente. À ce temps-là, il sera obligé d'ouvrir un dossier et pour aller devant le tribunal et rendre une décision contre laquelle la partie qui n'est pas satisfaite peut interjeter appel. En fait, c'est ça la philosophie qui sous-tend donc ces pouvoirs de conciliation-là en matière coutumière et donc des chefs traditionnels et même du juge coutumier. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la question des divorces donc, qui se fait au niveau de l'association islamique du Niger. Alors, donc à ce niveau, ce que je voulais apporter comme précision, c'est vrai, dans la pratique, lorsque vous remarquez, vous allez constater que de plus en plus, en tout cas, les justiciables donc, vont vers l'association islamique, soit pour des questions de divorce, et soit pour des questions de garde d'enfants ou même de succession pour régler le problème. Et il nous est arrivé, donc, dans beaucoup de cas, de voir des justiciables qui viennent pour dire que, bon, en tout cas, généralement, ce sont des hommes qui viennent pour dire que, au niveau de l'association islamique, donc, à leur absence, donc, l'association islamique a eu à prononcer le divorce entre lui et sa femme. Peut-être que lui n'a jamais comparé ou bien on l'a appelé, il n'était pas venu à 2 ou 3 fois. Et bien donc sur cette base-là, on délivre un papier de répudiation ou de divorce. La précision que je voulais apporter à ce niveau, et au stade actuel de notre droit positif, c'est-à-dire à l'état actuel de la législation en vigueur de notre pays, l'association islamique du Niger n'a pas un pouvoir de conciliation. Elle n'a même pas le pouvoir de concilier les parties, à plus forte raison de trancher un litige ou de prononcer un divorce au sein d'un couple. De par la loi, elle n'a pas ce pouvoir-là, même si dans la pratique, elle le font. Et généralement, sur des questions de ce genre, lorsque les justiciables viennent, même si la loi ne l'a pas prévu, rien n'empêche, par exemple, lorsque c'est l'homme qui décide, qui convoque sa femme au niveau de la société islamique pour dire que moi je vais la répudier. Rien n'empêche à la société islamique d'aider les maris à établir un papier de répudiation pour dire qu'il répudie sa femme. Mais lorsque, par exemple, la femme convoque son mari au niveau de la société islamique pour un divorce et que le mari dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas prêt à divorcer, le bon sens, la sagesse voudrait que l'association islamique oriente le couple vers la justice pour qu'elle ouvre un dossier et qu'elle rende une décision contre laquelle la partie qui n'est pas contente peut interjeter appel. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. On a eu des cas ici où, en tout cas, des hommes viennent pour dire qu'à leur absence, on a prononcé le divorce contre eux. Or, de par la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune disposition de la loi qui donne à l'association islamique le pouvoir de prononcer le divorce, même pas la conciliation. Voilà. Donc, ce que je voudrais, en tout cas à ce niveau, c'est vrai, parce que moi étant membre du comité scientifique de l'ONG HIL, on a eu à faire des propositions pour dire que bon, et rien n'empêche, dans le cadre des réformes à venir, rien n'empêche donc de faire des réformes législatives pour conférer à l'association islamique un pouvoir de conciliation au même titre que les chefs traditionnels. Parce que la population du Niger, 99%, comme on l'a dit, elle est musulmane. Et cette population-là, elle va de plus en plus vers l'association islamique. Donc là, pour donner un ancrage légal, une base légale à ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de l'association islamique, il faut faire des réformes. Et pour donner, au même titre que les chefs traditionnels qui ont un pouvoir de conciliation, il faut faire des réformes pour dire que désormais l'association islamique a un pouvoir de conciliation. Et ce pouvoir de conciliation-là, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer en ce sens que on ne doit pas donner un chèque en blanc pour permettre à l'association islamique de pouvoir décider, c'est-à-dire l'encadrement, c'est quoi? Il faudrait exiger à ce que, même lorsqu'il y a une conciliation entre deux parties,
Au même titre que le chef traditionnel, il faudrait que les justiciables viennent à la justice pour qu'on vérifie donc cette conciliation-là, en tout cas pour qu'on vérifie les termes de l'accord afin d'homologuer ou pas. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à cette question-là.